Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. David Doucan est dans la place, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toi, 3 titres à la une de l'actualité, David. Une icône s'en va, un pur politique arrive. François de Rugy aura-t-il la carrure pour enfiler le costume de Nicolas Hulot? Nous poserons la question dès le début de ce journal. 10 jours de psychodrame, était-ce vraiment bien utile? Vous paierez votre impôt à la source dès le mois de janvier. Comme prévu, il y a tout de même quelques ajustements, revus de détail dans cette édition. Un menteur, un fou incontrôlable, avec la compréhension d'un enfant de CM2. Ce sont les témoignages hallucinants recueillis par la légende du journalisme Bob Woodward dans son nouveau livre. En fait, l'homme dont on parle, c'est Donald Trump. Europe 1. Nicolas Hulot a quitté son ministère en pleurant. François de Rugy y est arrivé avec le sourire, mais un sourire crispé. Ce politicien professionnel issu d'Europe Écologie Les Verts va devoir affronter le procès en sincérité. Beaucoup de zigzags dans la carrière du nouveau ministre. Écoutez par exemple ce qu'il disait d'Emmanuel Macron en janvier 2017 pendant la campagne présidentielle. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Et ça, c'est un extrait issu de l'un des débats de la primaire socialiste, David Doucan. Oui, on s'en souvient, à l'époque, François de Rugy avait signé une promesse sur l'honneur, celle de soutenir le candidat issu de cette primaire. Il avait finalement choisi Emmanuel Macron. Cette personnalité très souple aura-t-elle la stature, la pugnacité pour affronter les lobbies, remporter les arbitrages là où Nicolas Hulot a échoué? Début de réponse avec son portrait signé Lord d'Autriche. François de Rugy ne se risquera sans doute pas à ruer dans les brancards. C'est un homme de consensus qui déteste le conflit et il préférera avancer à petits pas, confie un de ses proches. Pourtant, il ne manque pas de conviction. Fervent opposant à l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, il s'est aussi élevé contre le nucléaire et candidat à la primaire socialiste il y a 2 ans. Il avait même préconisé une sortie totale du nucléaire en 2040. Son premier dossier brûlant sera justement le nucléaire. Dans quelques semaines, une feuille de route devra dire si des réacteurs seront fermés et quand. C'est là qu'on mesurera son poids politique, lance Jean-François Julliard de Greenpeace. Va-t-il réussir à convaincre le gouvernement qu'il faut réduire la part du nucléaire et développer les énergies renouvelables? Ou est-ce qu'il va devoir finalement composer avec la politique gouvernementale qui n'est pas du tout anti-nucléaire comme on le sait? Mais contrairement à Nicolas Hulot, François de Rugy est un vrai politique qui sait qu'on n'avance pas seul et des alliés il en a à l'Assemblée nationale. Reste à savoir la place qu'Emmanuel Macron accordera à ces combats. Lord d'Autriche, la spécialiste environnement d'Europe 1. Que disent les militants de la cause écologiste à propos du nouveau ministre? Nous avons posé la question à Françoise Vercher. Cette combattante de la première heure de Notre-Dame-des-Landes connaît très bien le nouveau ministre et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas optimiste. C'est l'antithèse de Nicolas Hulot. Les convictions passent derrière l'ambition politique. Il était contre Notre-Dame-des-Landes, mais ce n'est pas François de Rugy qui viendrait se mettre devant un tractopelle. Je ne pense pas qu'il ait du charisme suffisant pour faire pleurer le gouvernement, le président de la République, les députés et la France entière sur le sort qu'on est en train de réserver à la planète et aux hommes. Alors attention, tout le monde n'a pas la dent aussi dure. Un autre il ne le rate pas. Il ne le rate pas pour l'instant, mais vous voyez, il a aussi des soutiens. François de Rugy, par exemple, cet autre compatriote de Loire-Atlantique, Ronan Dantec, sénateur écologiste, a une vision tout à fait opposée. On l'écoute. Il connaît les joutes politiques, donc il a à la fois la capacité de gagner et il a la capacité, évidemment, d'absorber les défaites. Ça veut dire aussi que la Macronie ne reprend pas finalement le risque d'une personnalité de la société civile moins habituée aux jeux politiques. Est-ce que François de Rugy va être en situation de gagner plus d'arbitrage, notamment financier? C'est ce qu'on saura dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Des propos recueillis par notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. Europe 1, 8h04. Tout ça pour ça, David, le prélèvement à la source aura bien lieu. Finalement, comme prévu, dès le mois de janvier, c'est l'annonce faite hier soir par le Premier ministre. Passons franchement sur les péripéties politiques des 10 derniers jours et intéressons-nous à ce que vous en pensez. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce qu'au contraire cela vous réjouit? Pierre Herbulot est allé à votre rencontre vous poser ces questions. De toute façon, on nous enlève cet argent, on n'en dispose pas, donc que ce soit fait à la source, ça ne change rien pour moi, vraiment. Savoir que votre employeur connaît vos revenus, vos biens immobiliers, c'est pas terrible, surtout en ce qui concerne de pouvoir renégocier tous les ans ou tous les 2 ans votre salaire. Psychologiquement, on va avoir notre fiche de paye, et ce ne sera pas le salaire qu'on avait l'habitude d'avoir, c'est tout. Dans le principe, de toute façon, je suis déjà mensualisé, donc c'est à peu près la même chose. Après, quant au montant, il faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de bugs, effectivement.
Propos recueillis par Pierre Herbulot. Il y a tout de même un ajustement par rapport à la réforme initialement prévue. Oui, un ajustement de taille. Tous ceux d'entre vous qui bénéficient d'un crédit d'impôt, par exemple, si vous avez une nounou ou si vous donnez à des associations, à la base, vous deviez avancer une part considérable de cet argent jusqu'à l'été. Cette injustice est corrigée. Les explications d'Olivier Samin. Ben oui, c'est bien plus large. C'est en fait une bonne partie des réductions et crédits d'impôt qui est concernée par ce changement décidé hier matin à l'Elysée. Car à côté des dons, il y a aussi les réductions et crédits d'impôt pour l'emploi d'une nounou, pour le recours à des services à domicile, pour l'hébergement d'une personne âgée en EHPAD, ou encore les réductions fiscales liées aux investissements dans la pierre, ainsi que les réductions accordées aux salariés qui payent une cotisation syndicale. Dans le projet initial du prélèvement à la source, il était prévu que soit les bénéficiaires de ces réductions attendent l'été pour recevoir la somme sur leur compte bancaire, soit ils le reçoivent dès janvier, mais dans ce cas-là, sous la forme d'un acompte égal à simplement 30% du montant total. Finalement, ce sera janvier pour tout le monde et l'acompte ne sera pas de 30%, mais de 60%. Le solde étant versé au moment de l'envoi de l'avis d'imposition, autrement dit dans le courant de l'été. Le gouvernement l'affirme, ces nouvelles dispositions conduiront à verser une avance globale de plus de 5 milliards d'euros à plusieurs millions de foyers dès janvier. Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Ces explications étaient indispensables. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Et on avance ce matin sur le mystère Redouane Faïd, le braqueur en cavale depuis le 1er juillet. Une opération de police est en cours en ce moment à Creil, dans l'Oise. Une dizaine de perquisitions ont été menées, aucune interpellation pour l'instant. Mais c'est une évolution de l'enquête puisque la dernière fois que l'on avait eu vent d'une avancée, c'était le 24 juillet dernier. Redouane Faïd avait été repéré dans une voiture à Sarcelles sur des vidéos de surveillance. Europe 1. Vous pensiez tout savoir sur Donald Trump. Détrompez-vous, à suivre des révélations d'un livre explosif. À tout de suite sur Europe 1. La suite du journal, David Doucan. Il y en a déjà eu pas mal des livres sur Donald Trump, mais celui-là, il va faire du bruit. Parce que ce n'est pas un ouvrage comme les autres, ne serait-ce que par son auteur, c'est Bob Woodward, le célèbre journaliste du Washington Post. Il avait poussé Richard Nixon à la démission en révélant le Watergate. Cette fois, il a enquêté depuis plus d'1 an sur Donald Trump. Xavier Yvon, bonjour, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Vous avez lu les bonnes feuilles de ce livre. La Maison-Blanche y apparaît comme une maison de fous avec des conseillers tous au bord de la crise de nerfs. Oui, à tel point que ses conseillers lui cachent des documents pour éviter qu'il prenne des décisions précipitées. Son principal conseiller économique est même allé jusqu'à voler une lettre qui était posée sur le bureau de Donald Trump pour qu'il ne la signe pas. Il s'agissait de retirer les États-Unis d'un accord commercial avec la Corée du Sud. Ça aurait compromis les intérêts américains selon ce conseiller. Son ministre de la Défense, lui, fait la sourde oreille quand Donald Trump s'emporte et dit qu'il faut tuer Bachar el-Assad après une attaque chimique en Syrie. C'est un idiot, il déraille, il a le niveau de compréhension d'un CM2. Voilà ce que disent ses conseillers et ses ministres. Des citations crédibles parce que Bob Woodward, légende du journalisme américain, est connu pour bétonner ses sources. Il a tenté aussi pendant des mois d'interviewer Donald Trump, sans succès, jusqu'à ce coup de téléphone surréaliste le mois dernier. Hello Bob, President Trump, how are you? C'est le président en personne qui appelle. Le journaliste enregistre avec son accord. Donald Trump veut lui parler pour le livre, mais c'est trop tard. Le manuscrit est terminé, lui dit Bob Woodward. L'échange d'une dizaine de minutes est révélateur du chaos à la Maison-Blanche que décrit le livre. Donald Trump accuse d'abord ses conseillers de ne pas l'avoir prévenu parce qu'ils ont peur, dit-il, avant d'avouer que oui, on lui avait bien parlé de cette demande d'interview. Tant pis, encore un mauvais livre, conclut le président américain. Échange totalement extraordinaire entre Donald Trump et Bob Woodward. On a l'impression d'être dans une fiction, dans un film ou une série. On revient en France. Vous venez comment au boulot, David ? Moi, je viens en scooter. Vous n'êtes pas du tout à la mode. Aujourd'hui, on se déplace en trottinette électrique. C'est vrai. Un peu partout dans les villes de France. C'est vrai, j'ai remarqué. Même Vincent Herouette. J'ai remarqué, et c'est vrai qu'on les voit par dizaines, parfois par centaines sur les trottoirs, dans les rues, sur les pistes cyclables. C'est le boom de la trottinette électrique dans toutes nos villes. Et pour l'instant, il n'y a aucune règle pour organiser tout cela. Pourtant, certaines de ces machines montent jusqu'à 50 km/h. Reportage à Paris, Marguerite Lefebvre. C'est son tout nouveau moyen de transport. Depuis 10 jours, Farid se rend au bureau en trottinette électrique. Et comme tous les jours, c'est sur le trottoir qu'il remonte les Champs-Élysées. Vous savez combien vous rouliez là ? Je roulais à 15, 16 à peu près. Vous savez que c'est limité à 6 km/h sur le trottoir ? Ah, je savais pas du tout. En même temps, si on prend ça, c'est pour être rapide. C'est pas indiqué sur cette trottinette. Et pour cause, cette règle des 6 km/h sur le trottoir n'est pour l'instant qu'un usage. Il n'existe aucun code, aucun statut juridique pour ces trottinettes. Ce ne sont pas
des piétons, mais ce ne sont pas non plus des véhicules immatriculés qui pourraient rouler sur la chaussée. Bref, c'est le flou total et c'est inadmissible pour Jean-Paul Le Chevalier, porte-parole de 60 millions de piétons. Tous ces engins peuvent rouler à 20, 30 à l'heure parfois et peuvent même être débridés par les petits génies de la mécanique. Si on se projette à 10 ans, on va en voir fleurir d'autres. C'est potentiellement un risque de plus en plus important. C'est inacceptable de voir ces engins-là sur les trottoirs. En 2016, le gouvernement s'était pourtant engagé à réglementer l'usage de ces trottinettes. Un groupe de travail avait même été constitué, mais 2 ans plus tard, rien n'a changé et le statu quo perdure. Reportage signé Marguerite Lefebvre. Merci David Doucan.